Bienvenue sur Plus belle la vente, une émission présentée par Atmada pour découvrir les coulisses de la vente. Bonne écoute. Bon, salut les gars, merci d'être venus pour le premier épisode de Plus belle la vente, le podcast sur la vente avec un œil différent sur la vente et surtout des invités différents. Merci à vous d'être venus et bienvenue. Ravi d'être les premiers, merci pour l'invitation à toi. Merci Super. Simon pour l'invitation. Avec grand plaisir et surtout, vous l'aurez compris, on va utiliser un angle de vue assez différent. Vous le présenterez beaucoup mieux que moi, mais vous êtes surtout investisseur dans des startups et c'est donc sous votre prisme et sous votre angle de vision qu'on va analyser la vente et la stratégie commerciale des boîtes. Donc voilà, et pour la petite histoire, il y a 5 ans, 4 ans, c'est vous qui m'interviewez, donc aujourd'hui je suis très heureux de vous rendre l'appareil dans le podcast Plus belle la vente. Et sans plus attendre, je vous laisse la parole. Juste avant, il y a quand même une petite surprise. La surprise du chef, c'est que dans le podcast Plus belle la vente, il y a toujours une mise en situation. Et donc la troisième partie du podcast, c'est vous deux qui allez me vendre un produit atypique. Et le produit du jour, c'est un labello au cornichon. Ok. Bon courage, vous avez à peu près une demi-heure pour vous préparer. Et je vous laisse dans votre merde. Magnifique, merci Simon. Et tu nous vieillis un peu Simon, parce que je crois que le podcast c'était il y a 3 ans. 3 ans hors taxe. C'est pas grave, exactement. Super les gars, du coup, je vous laisse vous présenter, vous expliquer un peu qui vous êtes à titre perso et ce que vous faites dans la vie. Ouais, écoute, je vais commencer. Tu compléteras au besoin, Nico. Romain Baranger, 27 ans, cofondateur avec Nicolas Riz du coup de Campus Fund, qui est, comme tu l'as bien dit, un fonds d'investissement. Nous, on a la particularité, c'est d'investir dans des startups qui sont créées sur des campus donc universitaires, que ce soit des étudiants ou des jeunes diplômés. Avant ça, on était étudiants en fait tout simplement, donc on incarne notre thèse, on finance des étudiants qui sortent des bancs des campus parce que nous-mêmes on peut être leurs interlocuteurs car on était étudiants entrepreneurs. Donc ça fait maintenant 3 ans qu'on fait ça. À date, on a investi dans une vingtaine de sociétés. Je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir. Mais donc voilà, globalement, on a un parcours tous les deux finance et on s'est lancé à la fin de nos études. Je te laisse compléter. Ok. Ouais, Nicolas Riz du coup, 28 ans. Ce que Romain n'a pas dit, c'est peut-être qu'on est meilleurs amis depuis 20 ans, donc on se connaît très très bien. On a décidé de monter cette boîte parce qu'on a toujours rêvé d'entreprendre et d'entreprendre dans la finance, qui est notre parcours académique. Romain le disait, on a fait une vingtaine de deals dans des secteurs qui sont vraiment disparates. Donc ça va d'une société qui fait un objet connecté pour les hôteliers qui s'appelle Uniwave à une société qui s'appelle Space Locker qui envoie des plateformes pour les satellites dans l'espace. Ça vous donne une idée de la fourchette d'investissement qu'on fait. Donc nous, on est supporté par une 60aine d'actionnaires et on a encore une dizaine de deals à faire. Donc nous, on a un profil vente un peu différent du sales classique. Nous, on a commercialisé notre holding d'investissement, notre fonds, auprès d'investisseurs. Donc le prisme, il est légèrement différent, mais tu reviendras dessus, je pense. On va revenir dessus. Pour nos éditeurs, c'est quoi le ticket moyen des investissements de Campus Fund ? On investit donc des tickets qui vont de 20 à 60 000 euros et aujourd'hui, le ticket moyen sur les 20 deals qu'on a fait, il est autour des 45 000 euros. Et Ouais. quand on dit ticket moyen, on compte aussi le réinvestissement qu'on fait dans les startups. Donc nous, en fait, on investit un premier ticket dans une phase qu'on appelle le pré-seed, en fait, quand la boîte se lance globalement. Et là, on met un ticket qui est autour des 35-40 000 euros moyen. Et puis ensuite, dans les sociétés qui vont relever de l'argent, on en a 4 aujourd'hui qui ont relevé de l'argent. On a remis dans les 4. Et cet argent-là, en fait, il vient s'additionner au ticket moyen. Donc ce qui fait que le ticket moyen est un peu plus supérieur sur les phases de pré-seed et seed en cumulé, quoi. Ok. Et du coup, vous me disiez que vous aviez toujours voulu entreprendre, possiblement ensemble, dans la finance. Mais pourquoi du coup un fonds d'investissement ? Et pourquoi sur la partie étudiante, ou en tout cas très jeune boîte ? Ouais, l'histoire elle est plutôt marrante pour te dire un petit peu le cheminement. Moi, je me souviens très bien que ça a commencé vraiment l'idée de vouloir créer une boîte quand on avait 18-20 ans. Moi, je me rappelle être en stage à Oslo dans une start-up et je commence à parler à Nico de ce que je vis en tant que meilleur pote en Norvège dans le milieu de la start-up et je lui dis franchement, c'est vraiment cool. On en parle depuis tout petit, faire un truc ensemble, mais là, viens, on essaie de faire une start-up, tu vois. C'était en 2016, tu vois, on avait 20 ans. Et le temps passe et finalement on se mange le Covid, 2020, 2019, 2020 et on a beaucoup de temps libre, on est tous les deux étudiants et on se rend compte que en fait des cours en visio avec la caméra éteinte, on aimerait bien faire autre chose. Donc on commence à creuser un petit Tu peu. mets mute facilement. Ouais, tu mets mute facilement si les profs sont pas trop regardants, tu fais pas grand chose de tes journées. Donc nous ça nous allait pas trop, on voulait sortir un peu de cette vision-là et on a commencé à creuser, enfin Nico a commencé à creuser, à se rendre compte qu'il y avait des fonds dans d'autres pays
qui était spécialisé sur financer les étudiants entrepreneurs donc, aux États-Unis avec un fonds qui s'appelle Dorm Room Fund, le fonds des dortoirs. Et ça a commencé il y a 10 ans et ça a commencé à se propager partout en Europe, mais pas en France. Et donc en fait, si tu veux, c'est un peu cette opportunité-là, ce trou dans la raquette qu'on a décidé de creuser. Sachant que voilà, personne en France ne faisait ça et que pour autant on avait plein de potes autour de nous qui voulaient lancer aussi des boîtes et donc voilà, c'est comme ça qu'on a tiré la ficelle et après il y a beaucoup d'autres spécificités, notamment le fait que les étudiants ils n'ont pas forcément de deniers pour se lancer au début, alors que si tu leur mets un petit coup de boost, tu peux aller chercher à la BPI, tu peux aller chercher des prêts bancaires, voilà, et tu peux aller faire des tours intéressants. Donc on s'est rendu compte que voilà, il y avait une carte à jouer sur ça et donc c'est comme ça qu'on s'est associé en 2020, fin 2020. Et du coup, c'est quoi qui a été l'élément déclencheur entre l'idée sur le papier et le ça y est, on se serre la main ou on se fait un bisou pour dire on y va et on lance ce fonds-là et on y croit? C'est une bonne question. On l'a fait en 2 temps, je pense, ce cheminement-là. Avec Romain, on se dit au début, on va aller lever X millions d'euros. On n'avait pas de réseau d'investisseurs et on ne connaissait pas comment fonctionnait le marché du VC. Pour la petite histoire, on a travaillé tous les deux dans des banques, mais jamais dans des fonds d'investissement, mais cotés, mais pas du tout dans des fonds d'investissement non cotés, donc du VC. Donc on n'avait pas d'expertise spécifique sur ce marché-là et on se dit, ok, il faut qu'on trouve des investisseurs, il faut qu'on trouve des dossiers et qu'on soit capable de montrer en fait, qu'il y a du deal flow, donc des gens, des entrepreneurs qui sont bien câblés, qui ont des très belles boîtes, qui cherchent de l'argent. Enfin, il faut qu'on trouve ce besoin, notre intuition, il faut qu'on la confirme et qu'on aille voir des investisseurs par la suite avec ces sociétés-là qu'on avait récoltées. Et donc on se dit, premier déclencheur, on fait un appel à projet auprès de nos universités respectives, on récolte une centaine de dossiers qu'on met sur un Google Drive, et puis on va voir des investisseurs avec, on envoie le Google Drive sur LinkedIn à des investisseurs en leur disant, écoutez, on a accès à des dossiers dont vous n'avez pas accès, parce que vous n'êtes pas sur les campus. Nous, on est au jour le jour sur les campus, on est identifié comme un acteur de référence, ou en lancement en tout cas, pour les jeunes entrepreneurs à l'époque, ce que les business angels et les fonds ne font pas en fait. Ce n'est pas un métier qui est scalable d'aller se déplacer sur les campus pour trouver des deals. Et donc on récolte une centaine de dossiers et puis on va voir des investisseurs et petit à petit on a des appels et les investisseurs commencent à dire ah ouais c'est intéressant, il y a des boîtes sympas, etc. Et donc tu as un peu le côté analytique du coup de notre parcours en finance qui revient au galop et on se dit ok donc ça y est on a des deals en fait qui peuvent être faits. On a une base de prospects / investisseurs qui peuvent être intéressés. Il faut qu'on fasse un premier deal pour montrer au marché qu'on existe et qu'on a du cash, en fait, que ce qu'on fait existe. Et spoiler, le premier deal, c'est pas fait. La boîte a fait faillite avant qu'on mette le ticket dedans. Okay. Donc c'est une belle anecdote, mais qui nous a appris énormément de choses. Et en fait, ce qui est super, c'est que quand on a voulu créer tout ça, on s'est rendu compte que il y avait à la fois des investisseurs et à la fois des entrepreneurs et qu'en fait, il fallait faire matcher l'offre et la demande et qu'il y avait besoin d'un fonds pour le faire et c'est comme ça qu'on a créé Campus Fund. Et donc, on se dit, on part lever plusieurs millions. On a eu du mal à lever ces plusieurs millions. Donc, on fait une première augmentation de capital, une première levée de fonds de quelques centaines de milliers d'euros qui nous permet de faire 5-6 deals en un an. Et en fait, ces 5-6 deals ont cartonné, marché très bien, dont 2 qui marchaient vraiment très très bien. Et on s'est dit, en fait, on va capitaliser sur ces acquis-là pour aller relever sur le même véhicule d'investissement, ce qu'on a fait. Et donc, au total, on a levé à peu près 2 millions d'euros, ce qui nous permet, d'ici un an, d'avoir fait 30 deals, quoi. Ok, déjà bravo, parce que c'est pas gagné. C'est vrai qu'on a l'image des fonds d'investissement, des mastodontes un peu à l'américaine qui brassent des millions, qui investissent des millions, et puis 1 million de perdus, bon, c'est pas grand-chose. Vous êtes parti de zéro, si je dis pas de bêtises. Comment vous avez réussi à convaincre ces premiers investisseurs de vous suivre presque sur un bout de papier en fait? Ouais, en fait, on a réussi à toucher leur corde sensible. Et donc je pense que quand on parle de vente, c'est important de savoir quelle est la corde sensible chez son prospect ou ses clients. Et nous, en l'occurrence, tu vois, la plupart des gens qui sont chez nous aujourd'hui, c'est des gens qui ont créé des boîtes et qui les ont revendues. Beaucoup aussi étant jeunes. Et ils se disent, mais en fait, si j'avais eu Campus Fund, je serais allé beaucoup plus vite. Et donc, je veux redonner à l'écosystème, je veux faire partie de cette aventure-là. Et donc voilà comment on a réussi à les convaincre. Et puis, je pense que beaucoup on dit je veux voir comment vous travaillez, donc j'investis un petit peu et si je suis content, je mettrai plus. Et là, on est content, c'est que beaucoup sur la nouvelle augmentation de capital que décrivait Nico, beaucoup nous ont fait confiance. Et en fait, aujourd'hui, ce gage de confiance,
paye. Donc c'est plutôt ça qu'ils venaient chercher, c'est du sérieux et une aventure un peu intéressante sur la partie entrepreneuriat et étudiante. Donc, je pense qu'il y a de ça. Et puis après, aussi, je pense qu'ils étaient au courant que le marché était en ébullition et qu'il y avait un truc à jouer. Beaucoup de gens parlaient du VC, remonter la chaîne, aller de plus en plus tôt. Et en fait, nous, il n'y a pas vraiment plus tôt, quoi. On est vraiment ce qu'on appelle le love money, friends and family. Donc, voilà, c'est ça. Parce que ce qui est important quand même pour nos auditeurs, moi je vous connais bien, on peut le dire, je vous connais bien, il faut convaincre les investisseurs, mais derrière, une fois que vous avez investi, il faut investir dans les bonnes boîtes. Pourquoi ? Parce que votre objectif, il est de gagner de l'argent à vous, mais aussi de faire gagner à vos investisseurs. Et ce que les auditeurs n'ont pas forcément en tête, c'est que vous avez fait quasi que des bons choix, si ce n'est que des bons choix sur les 18 boîtes que vous avez investies. Et c'est pour ça aussi qu'on a voulu vous donner la parole dans un podcast de vente. Pourquoi ? Parce que le résultat de vos investissements, c'est le résultat de la réussite de la vente et de la stratégie commerciale des boîtes que vous avez accompagnées. Et donc, on trouvait intéressant pour nos auditeurs d'amener une vision financière, et là c'est le commercial qui parle, qui se fout de la gueule des financiers, à ce podcast de vente. Et donc, j'aimerais moi vous demander sincèrement, en tant que financier, c'est quoi votre rapport à la vente ? Peut-être chacun votre tour. Ouais, c'est une bonne question. Déjà, peut-être pour dire, nous, on sera jugé en réalité, et tu le sais aussi bien que nous, dans quelques années sur les investissements qu'on fait aujourd'hui. Mais effectivement, les 18 deals qu'on a fait se portent très bien. Ils font tous du chiffre d'affaires. Toutes les boîtes ont de quoi tenir en trésorerie. Il y a plusieurs de nos boîtes qui ont relevé. Donc, effectivement, pour l'instant, le portefeuille se porte bien. Mais on se donne rendez-vous dans 5 ans. On reviendra à témoigner de est-ce qu'à la fin, tout a bien marché. Et le rapport à la vente qu'on a, en fait, nous, on fait de l'analyse de signaux faibles en réalité. Une fois de plus, c'est le côté plutôt analytique, financier, mais je pense que c'est une réponse à ta question. On fait de l'analyse de signaux faibles, donc en fait, quand on analyse des boîtes, c'est tellement en amont du marché, et les boîtes, elles n'ont pas rencontré leur marché. Il y en a qui n'ont même pas développé de techno. Enfin, c'est vraiment, on se base sur un tableau Excel, un PowerPoint et la bonne tête des fondateurs, fondatrices qu'on a devant nous. Et donc nous, on fait, je le redis, l'analyse de signaux faibles parce que ce qu'on va voir, c'est à quel point, quel est le rythme de l'échange, quel est le rythme que vont instaurer les entrepreneurs avec nous. Est-ce que c'est des bons signaux ? Est-ce que tu vois, ils te répondent vite ? Est-ce qu'ils sont professionnels ? Est-ce qu'ils ont faim ? Est-ce qu'ils sont motivés ? Est-ce que c'est la boîte de leur vie ? C'est le premier point. Et puis ensuite, il y a le côté très financier, là pour le coup, c'est est-ce que c'est un bon deal ? Donc est-ce que nous, on se retrouve financièrement ? Est-ce que c'est un gros marché ? On ne va pas aller financer un marché de 10 millions au total, parce que si la boîte fait 100% de chiffre d'affaires, si la boîte a 100% de son marché fait 10 millions de chiffre d'affaires, ce n'est pas ce qu'on veut faire. Typiquement, voilà, autant prendre parce que le pari est autant risqué, en fait, donc autant aller sur un très gros marché. Est-ce que c'est un marché qu'on comprend ? Et là, c'est important de le dire aussi, nous, on s'est entouré de 60 actionnaires, à la fois pour l'argent, pour investir dans les startups, c'est notre business model, mais à la fois aussi pour avoir des compétences complémentaires, des compétences qu'on n'a pas avec Romain, pour analyser des marchés spécifiques. Alors on apprend en marchant, maintenant on sait analyser des marchés. Et puis après, est-ce que c'est un bon business model, une bonne solution ? Et tout ça, et toute cette petite amas de signaux qu'on a, et à la fin, si tous les signaux sont verts, en fait, ça fait un très gros signal de « Ok, il faut s'intéresser à cette startup ». À l'inverse, s'il y a des petits signaux négatifs, alors il n'y a pas de deal parfait. Néanmoins, il n'y a pas de deal parfait, sauf si les entrepreneurs sont super, et en fait on s'en fout, mais on a moins tendance à regarder le reste. Donc ça, c'est une première partie de la réponse. Et la deuxième, c'est que nous, en fait, on investit que dans des startups qui sont techno, donc que dans des startups qui ont vraiment une tech propriétaire, qui développent en interne, et donc on a tendance à financer des ingénieurs. Et là où je réponds à ta question, c'est qu'on se retrouve dans des situations où très souvent c'est des gens qui ne savent pas vendre. Et on s'est rendu compte que la chose qui était le plus demandée par les entrepreneurs qu'on finançait, c'était de l'accompagnement sales par les investisseurs qui ont investi chez nous. Et donc nous, maintenant, ce qu'on regarde, c'est le savant mélange entre quelqu'un qui est très techno mais qui sait vendre. Donc il y a des soft skills et des hard skills. Et donc nous, ce qu'on recherche dans les boîtes aujourd'hui, c'est ça maintenant. C'est vraiment ça. Et il y en a très peu. Des stars comme ça, il y en a très très peu. Et je complète notre rapport à la vente. Nous aussi, on est des vendeurs en réalité, tu vois. Et on a deux côtés, je pense, qui fait qu'on a un rapport spécial à la vente. C'est le côté grisant de convaincre un investisseur de rejoindre ton fonds. Et le côté grisant aussi d'arriver à faire un deal avec une start-up, tu vois, qui est courtisée par d'autres personnes sur la place du financement. Et donc ça, en fait, on s'en est rendu compte au fur et à mesure. On en parlait tout à l'heure, on a fait 2 augmentations de capital. Une première, où à la fin, on avait dit, en fait, on en a marre de vendre, entre guillemets.
on en a marre d'aller chercher des fonds, on arrête. Et avant de recommencer la deuxième augmentation de capital, on est là, en fait, ça nous manque, on a envie de vendre, on aime bien ce côté où en fait, tu arrives à convaincre quelqu'un de rejoindre ton aventure, et ça, c'est super grisant, et ça, je pense qu'on l'a en nous. Et deuxièmement, au même titre, quand on rencontre une entreprise qui coche toutes les cases, le savant mélange que décrivait Nico, mais que pour autant, tu ne sais pas s'il y aura de la place pour toi parce que peut-être que tu n'es pas Xavier Niel ou quoi, et que tu arrives à leur montrer que tu as de la valeur et faire le deal, ça c'est super grisant aussi et je pense que c'est un autre rapport à la vente, côté entrepreneur ou côté investisseur. Et bien justement, c'est intéressant parce que nous, on aime bien, chez Atmada plus généralement, mais aussi dans Plus belle la vente, s'intéresser aux émotions dans la vente. Et tu me parles de grisant. C'est quoi qui vous excite aujourd'hui à convaincre que ce soit l'investisseur ou bien à convaincre la start-up? Qu'est-ce qui vous anime? C'est le côté en fait où tu pars de zéro et il y a tellement de portes qui peuvent se poser devant toi et faire que le deal ne se fait pas et qu'en fait, quand tu arrives à franchir ces étapes-là et que finalement tu fais le deal, en fait c'est immense comme reconnaissance, tu vois, c'est comme un marathon où finalement avant d'arriver au bout, c'est tellement compliqué que dès lors que tu le franchis, voilà, c'est super grisant. Donc je pense que c'est le côté difficile en fait, c'est la résilience, c'est le côté l'adversité, c'est dans l'adversité que tu apprends à savourer ton bonheur d'arriver au bout du deal. Donc ouais, je pense que c'est ça. Après, peut-être qu'il y a d'autres éléments de réponse, mais voilà, moi je pense que perso, c'est ça qui me drive là-dessus. Et est-ce que ça a changé? Ça fait 3 ans que vous faites de la vente auprès des investisseurs, auprès des startups. Est-ce que votre rapport et à la vente et à ce côté un peu excitant a changé? Réponse courte, non. Je pense Ouais. pas. On en a besoin. Hein. Ouais. Nous, on n'est pas. C'est comme disait Romain, nous, en fait, on est des vendeurs en réalité, en tout cas dans notre industrie, quoi. De mon côté, je dirais non, je réponds pour toi aussi, je pense pas. Elle a évolué en revanche, on apprend en Ouais. marchant, je le disais tout à l'heure, donc on vend probablement de manière différente. On est peut-être un peu plus maîtrisé dans nos approches aussi. On n'est pas des morts à la fin maintenant, tu vois, c'est-à-dire qu'on a réussi à bâtir quelque chose là où il y a 3 ans, pour le coup, on n'avait rien encore. Et donc ton approche change aussi et tu te rends compte que la drague est différente en fait quand tu as aussi des choses à amener sur la table et que quand tu vends quelque chose qui répond soit à un vrai besoin, soit où la personne, en fait, ça répond à exactement ce qu'elle cherche, tu y vas plus serein, quoi. Et justement, c'est quoi votre approche un peu, alors je sais qu'on aime bien dire la botte secrète ou des trucs comme ça, mais concrètement, vous, comment vous appréhendez vos clients ou comment vous appréhendez les startups dans lesquelles investir? Ouais, en tout cas, je pense qu'il y a deux réponses à ça. Il y a la partie justement startup et la partie investisseur. Nous, la startup, ce qu'on veut voir, c'est l'alignement d'intérêts de l'équipe. Tu vois, c'est quand on regarde une entreprise, c'est comment les fondateurs et fondatrices nous montrent qu'ils ont la même vision, la même mission. Donc ça, tu peux me dire que ça passe par beaucoup de choses qui ne se voient pas. Mais en réalité, il y a deux, trois trucs qui sont très matérialisés, en fait, qui représentent ça. C'est quelle répartition il y a du capital dans l'entreprise. Tu vois, est-ce que on veut te faire croire, on arrivera à te faire croire que l'équipe a la même vision, mais en réalité, pourquoi l'entreprise elle a 6 mois et il y a une personne qui a 5% du capital et l'autre 95%. En fait, qu'est-ce qui fait que cette équipe elle va aller jusqu'au bout? Ça, c'est super compliqué en fait. Et après, tu as la partie investisseur qui est là et qui est différent parce que c'est pas la même approche. Mais voilà, nous ce qu'on va chercher, c'est des gens qui peuvent être disponibles pour aider nos boîtes, synergie, qui sont là pour vraiment s'impliquer. Et on en parlera par la suite, mais on a une partie de nos investisseurs qui est dédiée à l'accompagnement. Et ça, c'est super important pour nos boîtes. Et ce qu'on recherche, voilà, c'est des gens qui ne sont pas forcément passifs, mais des gens qui peuvent apporter des choses aussi à notre portefeuille, etc. Et pour compléter ce que dit Romain, c'est quand on a cherché des investisseurs au tout début, là, sur le tout début de Campus Fund, on a fait des personas en fait, mais qui se sont. Ce travail, on ne l'avait pas fait en amont, on l'a plutôt fait en fait en marchant. Et c'est des personas qui se sont dessinés tout seuls. Donc tu vois, il y a Romain parlait tout à l'heure de la personne qui est dans le give back, dans le don à l'écosystème, parce que l'écosystème lui a beaucoup donné. Ça, c'est un des profils d'investisseurs qu'on a. Tu as des profils, tu as des gens qui sont partners dans des fonds, qui ont monté des fonds ou qui sont dans des banques d'affaires. Eux, ils viennent faire du sourcing chez nous, de la veille, d'intelligence économique, on peut dire. Et tu as une troisième typologie d'investisseurs qui sont là pour le retour financier, qui sont là pour, ils ont mis, on est la part risquée de leur portefeuille. Et en fait, ce que nous, on identifiait chez les gens, et la majorité des gens, des actionnaires qu'on a aujourd'hui sont des entrepreneurs, on s'est toujours adapté à qui on parlait en fait. Et on s'en est rendu compte assez naturellement. En fait, c'est quelqu'un dont on commence à comprendre en discutant avec lui que lui, il est dans le give back, qui veut accompagner les entrepreneurs.
le discours sera pas le même que en fait, on va faire du 3X dans 8 ans et que tu lui sors ton tableau Excel, quoi. C'est pas la même chose, c'est pas la même approche. Et ça, on a appris à le comprendre et à voir ce que veut l'investisseur à la fois dans ses yeux et à la fois en fait, après avoir fait tellement de rendez-vous avec des invests que tu le comprends, quoi. Et pour les boîtes, on a pas mal de canaux d'acquisition du coup pour aller les attraper en fait, qui s'apparentent à du sales en réalité, hein, c'est du funnel de vente, quoi. On a un premier canal qui est on fait le tour des campus avec Romain, donc on était hier au Havre, la semaine dernière on était à Lyon, enfin on est vraiment partout sur le territoire, l'idée étant d'aller donner des clés de lecture en fait, aux entrepreneurs ou aux aspirants entrepreneurs étudiants pour leur dire vous pouvez monter des boîtes en fait. C'est possible que vous soyez entrepreneur demain et si vous voulez être entrepreneur, venez nous voir. Donc on sème des graines. Donc là on est plutôt sur du cycle long, mais je pense que c'est un peu la démarche dans laquelle tu es en faisant un podcast aussi, c'est-à-dire que tu fais du contenu et un jour ça te le rendra bien. Nous en fait on fait ça et la démarche qu'on se dit c'est en fait on va semer des graines sur les campus, on va avoir des gens qui sont capables d'entreprendre, des gens qui sont bien câblés, qui vont monter une boîte tôt ou tard, ils penseront à nous le jour où tu vois, ils monteront cette boîte. Ça c'est le premier canal d'acquisition. On a un deuxième, c'est que ça fait 3 ans qu'on a monté ce fonds, on a des fonds au capital, on a des partners de fonds, je le disais, on a tout un écosystème autour de nous qu'on entretient vachement pour en fait que eux, par exemple, s'ils reçoivent un dossier que nous on n'a pas vu dans nos radars, ben, ils nous le renvoient parce que c'est pas leur thèse et que c'est des étudiants, quoi. Donc ça, on a beaucoup de retombées grâce à ça, c'est du partenariat en réalité. Et puis on a un troisième canal d'acquisition qui est comme tout bon sales, on fait de la chasse, de l'outbound. Et ça va te plaire, je pense. Nous, on identifie notamment sur LinkedIn, d'autres réseaux, des blogs, des sites d'incubateurs et autres, des gens qui vont bientôt se lancer sur leur prochaine boîte et on les nurture, quoi. Tu vois, on les comment tu dis nurture en français? Je suis On les navré pour nourrit, l'anglicisme. on les Ouais, élève, voilà, on exactement, on les- les élève, on maintient le contact, on garde le fil, on essaye de leur apporter de la valeur quand ils ont des questions pour leur prochaine boîte. Et ça, c'est un truc qu'on fait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et in fine, on identifie une centaine de boîtes par mois. On discute avec peut-être une quinzaine d'investisseurs par mois et une centaine d'entrepreneurs. Et donc ça, c'est les canaux d'acquisition entrepreneurs et les canaux d'acquisition investisseurs. C'est rigolo parce que dans la conversation, vous me dites, bah, nous on est des financiers, on investit, on n'est pas des vendeurs, ce qu'on se disait un peu en coulisses tout à l'heure, Ouais. on n'est pas des commerciaux. Mais en fait, vous avez une stratégie commerciale avec des ICP, des personas types, avec des canaux d'acquisition pour les boîtes. Tout est assez finalement pondéré et étudié. Exact. En fait, je ne sais pas si vous en rendez compte, mais vous avez une vraie stratégie d'acquisition finalement. Ouais, je pense qu'on ne l'a pas identifié et on n'a jamais appris à mettre des mots dessus. Mais plus on avançait, plus en fait, si on voulait faire quelque chose de bien structuré, bah, tu es obligé de passer par là en fait. Et donc, même si de base, on avait le sentiment qu'on n'allait jamais avoir besoin de structurer des process, par la force des choses, on était obligé de le faire si on voulait être chirurgicaux. Et donc, effectivement, voilà, aujourd'hui, c'est le cas. Mais ouais. Et à quel moment vous vous êtes dit, il faut qu'on processe, il faut bien qu'on n'ait pas les personas types initialement, il faut quand même qu'on les détermine. Est-ce que c'est parce que c'est évident? Est-ce que c'est parce que vous avez un besoin? Comment ça vient sur la table? Mais nous, je pense que c'est là la différence avec probablement un sales plus traditionnel, c'est que nous, on a pu bricoler quand on pouvait bricoler au tout début. C'est-à-dire que quand on a fait rentrer nos 30 premiers actionnaires, on était sur un Excel avec leurs coordonnées, etc., leur parcours professionnel. Et c'est en fait quand on a commencé à scaler, entre guillemets, hein, quand on a eu un peu plus d'actionnaires, 60 par la suite, la deuxième augmentation de capital, qu'on s'est dit en fait il faut les regrouper dans un CRM, mettre leur expertise avec des tags. Et c'est là que le persona s'est dégagé doucement quand on était en deuxième levée de fonds. On s'est dit, mais en fait, cette personne, elle n'est pas là pour l'argent, elle est plutôt là pour le give back, etc. Ouais, et en parallèle, pardon, je te coupe, mais tu crées des déclencheurs. Tu as un CRM avec tes boîtes, tu vois en ce moment, elles ont besoin de quoi? Dans le rapport, tu vois qu'elles ont besoin d'expertise sur la vente à l'international. Et ben, ça match dans ton CRM que tu as un investisseur qui a des expertises là-dedans. Et en fait, boum, tu deviens de beaucoup plus chirurgicaux et à la fin, tu arrives à aider tes boîtes et les boîtes te le rendent bien parce qu'elles font des bons chiffres. Enfin, voilà, tu fais en sorte de mettre les pions qui vont te permettre de créer de la valeur, que ce soit en termes de relations pour tes investisseurs ou en termes de business pour tes entrepreneurs. Et après, bon, voilà, tu fais le croisement des deux et tu fais bien ton boulot, quoi. Enfin, voilà. Oui, un truc c'est une question que j'ai depuis le début, parce que je vous connais vraiment depuis le tout début de Campus Fund. C'est, vous avez commencé en bricolant, vous avez commencé tout petit.
Je me rappelle où vous étiez chez vous, on se voyait au resto le midi. Mm. En fait, comment vous avez réussi à agréger 60 investisseurs, quand même pour qu'on se rende compte, ces 60 mecs, alors ça s'est fait au fur et à mesure, mais qui sur votre idée donnent à 2 jeunes entrepreneurs leur argent durement gagné pour qu'ils investissent selon leur expertise dans d'autres boîtes. Mm. Moi, ce qui m'intéresse, c'est comment vous réussissez à gagner leur confiance et pareil, comment vous arrivez à convaincre des startups prometteuses. Et j'invite les auditeurs à regarder votre portfolio parce qu'il y en a vraiment des startups prometteuses, à aller chez vous et pas chez Kima ou chez d'autres. Ouais. Et je pense qu'il y a plein de réponses à tes questions et c'est une super question parce que tu n'es pas le premier à nous la poser et j'aime bien répondre à cette question. Donc je prends le premier, Rome, si ça te va. Première réponse. Déjà, on est deux. On est deux. Quand on voit un invest ou une boîte, on a une énergie de malade. Vraiment. Et je pense qu'on a un bon. On envoie des bonnes ondes. Je ne sais pas trop comment le dire d'une manière pas ésotérique, mais ouais, tu vois, on envoie des bonnes ondes et je pense que les gens. Je me permets de te couper. Ouais. La première fois qu'on a déjeuné ensemble, Mm. on était avec Hugues, Mm. qu'on salue aujourd'hui. Ouais, salut. On est sorti, on a dit je ne sais pas comment ils vont réussir, Mm. mais ils vont réussir, peu importe. Et vous faites partie de ces gens-là, Ouais. vous avez tellement d'énergie que c'est parti. Ouais. Et puis tu sais, on a aussi ce truc où voilà, on se connaît par cœur, mais vraiment par cœur. On n'a même pas besoin de communiquer. Ouais, Tu sens que les fondations sont solides, quoi. Voilà. Voilà. Tu sens que le duo, il n'est pas né de la veille. Et donc, si tout ce qu'ils nous vendent est basé sur le duo, et ben, a priori, les fondations sont solides. Je te laisse répondre. Ouais, exactement. Et donc ça, c'est, je pense, un premier élément de réponse qui fait beaucoup, en tout cas dans la pondération de ta question. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est effectivement, avec Romain, quand on se retourne un peu sur l'historique de Campus One et qu'on se dit on a quand même réussi à lever 600 000 balles près d'une trentaine d'actionnaires en leur vendant un truc qu'on n'avait jamais fait. Tu vois, c'est-à-dire qu'on est allé voir des gens, c'est exactement ce que tu décrivais, hein. On n'avait pas de produit, rien, hein. Donc des gens qui rentrent, qui sont actionnaires d'un fonds où on leur a vendu une thèse qu'on n'a pas mis en œuvre parce qu'on n'a pas encore investi. Donc c'est compliqué sur la première augmentation de capital. Et en fait, comment on a fait, c'est on a essayé de montrer au maximum qu'on dérisquait le projet. Et il y a une anecdote qui est marrante que j'avais déjà racontée. C'est tout début de l'aventure avec Romain, on était tous les deux et on voit un investisseur qu'on avait contacté sur LinkedIn et qui nous dit en fait les amis, si vous voulez faire du ski, il faut apprendre à skier, quoi. Donc allez bosser 10 ans dans un fonds et revenez me voir et je mettrai un ticket chez vous parce que ça y est, vous aurez eu de l'expérience. Et on se dit mais en fait c'est pas du tout ce qu'on veut faire, mais effectivement il y a peut-être un sujet de légitimité. Donc on se dit ok, on avait rencontré des partners de fonds dans des événements mais qu'on ne connaissait pas, c'était pas notre réseau perso, hein, c'était vraiment du réseau qu'on s'était fait dans des événements, des meetings ou que sais-je. On se dit mais en fait les gros fonds ont un intérêt à regarder ce qu'on fait parce que si tu n'as pas de petit acteur qui va créer un écosystème en bas, mais en fait il n'y a pas d'écosystème en haut, quoi, globalement. Et donc on contacte des partners de fonds à la fois en call, donc en email à froid sur LinkedIn, en message à froid sur LinkedIn qu'on ne connaissait pas, et à la fois des gens qu'on avait rencontrés, soit à des présentations à l'incubateur où on était à Dauphine ou à Neoma, soit des gens qui étaient intervenus dans nos masters. Bon, voilà. Et on en contacte une vingtaine, je me souviens. C'est simple, on prend les 20 fonds, les 20 plus gros fonds de la place, on prend un partenaire de chaque fonds, et puis on envoie un message à froid à tous ces partenaires-là. On a, je sais pas, 10 réponses, 10 rendez-vous visio. Et en fait, nous, ce qu'on leur disait, on les disait, les amis, on a un besoin de votre légitimité pour qu'on puisse avancer. Et donc, est-ce que ça vous dirait qu'on crée un advisory board de principe, donc en fait un comité stratégique qui n'a pas de valeur juridique, hein, globalement, je crois que la structure n'était même pas créée à l'époque. Et vous nous autorisez à vous mettre sur le deck, dans la slide équipe. Et nous, en fait, en retour, tous les mois, on va se rencontrer pendant 1 heure et on va vous présenter les dossiers qu'on a vu passer sur les campus. Et donc, eux, ça leur fait de la veille, quoi. Et puis, en plus, ils sont dans le give back aussi. Et pour eux, ils nous offrent beaucoup, quoi. C'est un don à l'écosystème qu'ils font en faisant ça. Et donc, ils ont dit oui. Et donc, on s'est retrouvé avec 3 partners des 3 plus gros fonds de la place. Donc, en haut, tu as Romain et moi, tu vois. Et en bas, tu as Advisory Board des partners de fonds, tu vois, globalement, qui ne nous connaissaient pas avant, qui n'avaient pas investi dans le fonds. Et ça part de l'email à froid, probablement un peu de culot. Et à la fin, tu vas pitcher un investisseur que tu as rencontré sur LinkedIn. Tu lui envoies ton deck avant l'appel et il voit qu'en fait, tu as tous les partners de fonds qui te soutiennent.
a priori, la question de la légitimité, il ne te la pose plus, quoi. Donc ça, c'est un élément de réponse. Il y en a plein d'autres. Il y a, en fait, on vendait un fonds, donc on vend aussi autre chose que juste un produit. On vend aussi une aventure, on vend une expérience aux investisseurs, on vend une communauté, tu vois. C'est-à-dire qu'on est 60 aujourd'hui. Nos boîtes, elles emploient aujourd'hui plus de 200 salariés. Donc, tu vois, il y a un truc, il y a tout un écosystème autour de Campus Fund qu'on a réussi à créer, qu'on a vendu. En fait, on a vendu cette vision-là, plus que vendre simplement on va investir dans des boîtes étudiants. Et aussi un autre élément de réponse, c'est qu'on le dit souvent, mais on a galéré au début parce que c'était dur d'avoir les premières personnes qui nous font confiance. Donc on a eu peut-être 1 an et demi où on n'a même pas réussi à fédérer 10 personnes. Et puis, va savoir, il y a un jour où tu arrives à avoir un 11e, un 12e, et tu commences à avoir une espèce de loi des grands nombres où les personnes que tu rencontres, les investisseurs, ils se disent, mais attends, s'il y a 13 personnes ou 14 personnes, tu sais, c'est l'espèce de seuil dans leur tête où en fait, ça devient, il y a trop d'investisseurs pour que ce soit pas un truc intéressant. Et là, tu arrives à avoir le 16e et ça fait effet boule de neige. Et après, tu commences à avoir des gens connus. Tu vois, on peut en parler. On a un des cofondateurs de Price Minister, on a un cofondateur de Showroom Privé. Et là, en fait, tu te dis, bah, si des gens comme ça qui ont créé des success stories sont chez Campus Fund, c'est qu'en fait, il y a un signal et qu'il faut y aller. Donc en fait, couplé à ça, on avait aussi 1 an et demi où on n'avait rien à perdre. On était jeunes, enfin, on sortait d'études, on était en stage de fin d'études dans Campus Fund et on n'avait rien à perdre, ce qui fait qu'en fait, on a pu se laisser 1 an et demi d'itération, d'obstination, que en fait, si on l'avait fait des années plus tard, on n'aurait peut-être pas eu ce temps à perdre, entre guillemets. Et en fait, à force d'obstination, et ben, ça finit par payer. Mais donc voilà, c'est d'autres éléments qui ont fait qu'on a réussi à convaincre des gens, mais ça a été super galère et probablement que si on devait se lancer dans 5 ans, on n'aurait pas ce temps à perdre et donc ça ne marcherait pas. Voilà. Et j'aimerais bien qu'on revienne sur ce côté un peu opiniâtreté. Vous avez été challengé pendant 1 an et demi. Sur quelle thématique vous avez été challengé? Et évidemment, comment vous y avez répondu? Ouais, notre jeunesse, donc notre légitimité, hein, c'est le sous-jacent de la jeunesse. Je t'ai fait une partie de la réponse tout à l'heure. L'expérience, qui est aussi liée à la jeunesse. Et en fait, tu vois, on nous a mis le pied à l'étrier. Les premiers investisseurs qui ont cru en nous ont vraiment mis le pied à l'étrier. Je pense notamment à Campus Fund Advisory et à d'autres investisseurs qui nous ont aidés au départ. Et ça, c'est... Et en fait, tu fais ta deuxième augmentation de capital et tu as déjà investi dans 5-6 boîtes, dont 2-3 qui marchent très bien. En fait, tu ne vends plus quelque chose qui n'existe pas, tu vends un historique et tu dis, bah voilà, on va continuer sur cette lancée-là, et donc c'est beaucoup plus simple. Ouais, la jeunesse, l'expérience. Ouais, globalement, c'est ça. Hein. Globalement, c'est ces choses-là, en fait. Tu parlais de l'exemple d'apprendre à skier avant de faire du ski, de savoir skier avant d'être prof de ski. Bah, nous, c'est clairement ça, quoi. On a voulu lancer notre fonds avant d'avoir une expérience en fond. Donc, voilà, ça va savoir. On n'est pas encore arrivé, etc. Mais on essaye de, voilà, notre image, de montrer que, en fait, dès lors que tu incarnes ta thèse, nous, les étudiants entrepreneurs, eh ben, tu peux avoir une certaine légitimité à parler à ta cible aussi. Et ça, c'est important. Ce n'est pas des gars qui ont 50 ans, peut-être, hein, mais qui auront la légitimité à parler à des étudiants parce qu'il faut comprendre sa cible. Je pense qu'on y reviendra aussi, mais quand tu comprends ton client, tu comprends ta cible, eh ben, tu as directement un avantage compétitif. Donc, en fait, tout ça, jumelé à la manque d'expérience, bah, ça fait que tu es neutre. Et donc, vas-y, va essayer de démontrer que tu as des choses à vendre, quoi. C'est rigolo parce qu'on en parle souvent en formation où on forme des commerciaux de boîtes avec Atmada et les mecs arrivent, on est les meilleurs, on est la team bidule chouette, on est des super commerciaux, on argumente comme des bêtes, on retraite comme des stars. Puis en fait, ils oublient de poser des questions parce qu'ils maîtrisent leurs produits et qu'ils ont un peu ce complexe du commercial, du chasseur, on sait ce qu'on vend, on sait le vendre et on va le vendre. Et vous, en fait, sous votre casquette de on est des financiers, bah vous avez finalement respecté le process à la lettre de comprendre vos investisseurs, de comprendre leurs attentes, de comprendre comment vous pouvez vous positionner par rapport à eux et puis aussi quelle légitimité par rapport aux boîtes finalement. Et c'est ça qui est intéressant pour vous. Et c'est en ça que pour les auditeurs, ça serait intéressant si vous pouviez nous donner le cheminement de la découverte, entre guillemets, si on peut l'appeler comme ça, des besoins des uns et des autres. Ouais, peut-être pour le côté entrepreneur d'abord. Le côté entrepreneur, écoute, ce qui est super, c'est qu'il n'y avait personne d'autre qui faisait ça à l'époque. Et donc, nous, on est arrivé dans un moment de marché où il y avait à la fois, tu vois, dans mon master à l'université, on était une vingtaine, il y en a 10 qui montaient une boîte.
Dans notre bande de potes, il y en avait 10, il y en a 5 qui montaient des boîtes. Ouais, c'est où il y avait vraiment tout le monde qui montait les boîtes. Exact. Et en fait, on se retrouve au moment où on se dit, ok, en fait, quel est le besoin d'un jeune entrepreneur qui monte une société? C'est, Romain le disait tout à l'heure, pas d'argent au tout début. Donc, il faut qu'on ait une thèse qui, on ne va pas investir un ticket d'1 million d'euros qui ne correspond pas aux besoins d'un jeune qui veut monter sa boîte, mais on va investir un ticket qui va de 20 à 60 000 euros pour aller faire levier sur les dispositifs non dilutifs. Peut-être pas rentrer trop dans le détail de ces sujets, mais voilà. En tout cas, du financement non dilutif, donc de la dette notamment. Et qu'est-ce qu'un jeune entrepreneur n'a pas? J'en reviens à la légitimité, donc il ne connaît pas forcément bien son marché et il n'a jamais monté de boîte, par définition, il est primo-entrepreneur. Et donc, il a besoin peut-être d'accompagnement et d'expertise autour de ça. Donc, on a construit le produit comme ça, en fait. Et ce qui est très drôle, c'est que c'est né aussi un peu de la double coïncidence des désirs, où d'un côté, on avait une partie de nos entrepreneurs qui voulaient accompagner des jeunes entrepreneurs dans la transmission. Et d'un autre côté, on avait des entrepreneurs qui nous disaient « Moi, j'ai une super techno, mais je ne sais pas vendre, je ne sais pas répondre à un appel d'offres, par exemple. » Et donc, l'idée, on s'est dit « Mais ok, on a une fois de plus, on est le matching entre l'offre et la demande. Et donc, on répond aux besoins des deux. D'un côté, le besoin de transmission et d'un côté, le besoin d'accompagnement. Et on a créé Campus Fund, et l'offre de Campus Fund est née de ça, en fait. C'est de se dire, on investit un premier ticket, et c'est aussi ce qui fait qu'on est très peu en compétition avec les fonds. Tu demandais pour Kima tout à l'heure. C'est pas une compétition, c'est une coopétition, à vrai dire. C'est plutôt de la coopération compétitive, quoi. On est co-investisseur dans certaines boîtes avec Kima, mais on est très souvent arrivé avant. Donc, en fait, c'est ça la différence. C'est que nous, on a créé ce produit Campus Fund pour répondre à un besoin de marché qui n'existait pas. Parce que souvent, les jeunes entrepreneurs étaient considérés comme des mauvais entrepreneurs par les investisseurs institutionnels, parce que primo-entrepreneurs, pas d'expérience. Donc nous, en fait, on a taclé ces points-là en se disant, il leur faut un petit peu d'argent pour qu'ils puissent aller chercher de l'attraction, des premières métriques, pour qu'ils puissent aller lever auprès d'institutionnels ou des fonds comme Kima. Et d'un côté, il leur faut une montée en compétences sur des compétences qu'ils ne maîtrisent pas. Et donc, on leur met à disposition ces compétences-là. Et donc, c'est comme ça qu'est né Campus Fund, en tout cas le produit Campus Fund. Et du côté investisseur, on a en France, il y a un truc qui s'appelle l'AMF, qui est l'autorité des marchés financiers. Et donc, en fait, tu n'as pas le droit de gérer de l'argent pour compte de tiers si tu n'es pas régulé par cet organisme de tutelle qui est l'AMF. Nous, on n'est pas régulé par l'autorité des marchés financiers. Et donc, on est une holding d'investissement. Et ça, c'est un truc qui va très bien aux investisseurs parce que nous, on ne gère pas leur argent. Les investisseurs sont actionnaires de notre société. Et en fait, à chaque fois qu'on fait un deal avec Campus Fund, on les sollicite pour leur dire « Les amis, chers actionnaires, on a trouvé cette super pépite, voilà pourquoi on pense que c'est un bon dossier. Faites-vous votre avis, oui ou non, on fait le deal. À la majorité, on fait le deal. » Et donc en fait, on leur offre, et ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, une expérience. Et ça, c'est un truc qu'on a aussi, tu vois, on l'a compris en marchant. Et donc, tu vois, en fait, on devient meilleur aussi avec le temps, et le fonds 2 ne sera que meilleur, quoi. Tu vois, c'est en tout cas dans l'expérience qu'on offrira. À la fois aux entrepreneurs et à la fois aux investisseurs. C'est-à-dire que là, tu vois, les investisseurs, ils viennent chez nous et ils sont maîtres du destin du fonds. Nous, ce qu'on fait, c'est du screening de très bons entrepreneurs qu'on leur propose. Et puis ensuite, on décide ou pas si on investit avec cette majorité-là. Donc, le produit qu'on a créé pour les investisseurs, alors pas pour les entrepreneurs, c'est un produit de communauté, en fait. C'est un peu de communauté, d'expérience, d'investissement financier. C'est un produit financier, hein. Nous, Campus Fund, on a un produit financier. Et je pense que ça répond bien à ta question des deux pôles, quoi. Et pour bien comprendre et que nos auditeurs comprennent bien, demain, vous avez un projet auquel vous croyez, mais du feu de Dieu. C'est décidé à la majorité qu'il ne faut pas investir dedans. Campus Fund n'investit pas dedans, on est d'accord? Exactement. C'est ça. Après, s'il y a des investisseurs qui disent « Ah, je suis déçu qu'on ne fasse pas le deal, moi j'étais pour », libre à eux après d'y aller en perso. Et donc ça, c'est aussi notre rôle, c'est de faire le matching après. Et une fois de plus, on est en aucun cas dans la manipulation ou autre, mais tu vois, quand on est convaincu avec Romain que le dossier est bon, nos investisseurs, ils le voient. Et ils nous challengent. Ouais. Tu vois, ils nous challengent. Ils nous disent, mais pourquoi vous pensez que c'est vraiment un bon dossier? Ouais. Et puis après, une fois que nous on est convaincus, après on a aussi pas mal de garde-fous. On a un comité d'investissement qui permet aussi de faire un filtre. On a une due diligence, donc un audit de la boîte qui nous permet de vérifier certaines choses. On fait un rapport de diligence et après on fait voter. Donc en fait,
il y a tellement de choses qui passent des filtres que c'est pas simplement notre bon vouloir à nous deux qui font que Bien les sûr. investisseurs demain reçoivent une opportunité ou pas d'investissement. C'est vrai que ça paraît, comme on en parle depuis quelques minutes, assez simple, mais finalement, vous retournez toute la boîte et vous l'examinez dans ses moindres détails avant d'y mettre le moins d'euros, quoi. C'est ça, mais comme la boîte est très jeune, finalement, tu vois, c'est pas les mêmes procédés qu'un fonds qui est plutôt de private equity ou un fonds gros. Nous, globalement, on vérifie quelque chose. Souvent, il y a de la techno, donc techno. Deux, est-ce qu'ils nous ont pas raconté des cracks? Donc, s'il y a un client ou deux, on va essayer de les appeler, etc. Et puis, on s'assure de voir qu'il y a toujours un alignement entre les founders et puis aussi le rythme de l'échange. Est-ce qu'ils mettent 6 jours à répondre aux mails? Auquel cas, on se dit, en fait, est-ce que si on se met à la place de leurs clients, est-ce qu'on serait des clients satisfaits? Tu vois, hyper important. Et souvent, c'est un très bon indicateur de est-ce que c'est une boîte sérieuse ou pas. Tu vois. Et est-ce qu'il y a eu des regrets pour l'instant, des boîtes dans lesquelles vous n'avez pas investi, dans lesquelles vous croyez? Énormément, ouais, D'accord, peut-être pas mal, j'en pense à quelques-unes, tu vois, il y a une boîte où en fait tous les fonds se l'arrachaient, on pensait avoir une place sur le tour, et en fait tu as un fonds étranger qui arrive et qui prend tout le tour et qui dit en fait il n'y aura personne sur le tour à part moi, avec des conditions tellement avantageuses qui ne regardent pas la valorisation, etc., où en fait l'entrepreneur c'est naturel, il va te dire ok. Et une autre boîte où je peux penser, où en fait c'est notre premier deal qu'on devait faire avec Nico. On avait dit à nos investisseurs, l'argent n'était pas encore sur le compte, tu vois. Les investisseurs ont dit comptez-moi à terme, etc. C'était une intention, quoi. Voilà, une intention et on a trouvé le dossier, tu vois. On a fait passer 10 boîtes à un premier comité d'investissement crash test. Une boîte sort un peu grande, lauréate, unanime, etc. On passe dans la fameuse phase d'audit où on va voir la boîte, on va la voir à Station F avec nos investisseurs, etc. On leur fait une lettre d'intention et là, je me rappelle très bien, on était au bureau, on reçoit un mail clap de fin pour l'entreprise. Tu vois. Et là, on se dit, en fait, il y a des choses qui sont inhérentes à notre cible, à savoir les étudiants, qu'il faut vérifier, c'est en fait quel est leur propre, on appelle ça leur runway personnel. En fait, à quel moment ils pourront plus payer leur loyer et la boîte ne pourra pas être à un stade précoce en chiffre d'affaires et qui ne se rémunère pas. Et donc là, on a gros coup dur parce que c'est notre crash test, etc. Et La donc, boîte dont je parlais tout à l'heure. Ouais. C'est ça. donc on a su après apprendre de ça et se relever, mais typiquement, ça c'est un gros échec. Ouais. Et à l'inverse, un gros échec, maintenant la plus belle réussite, côté, on peut dire aller côté start-up, même si on va peut-être faire des jaloux, c'est quoi la plus belle réussite? C'est dur, on n'a pas envie de faire de jaloux, mais Toutes sont des réussites. On est lisse depuis le début, on va vous challenger un peu. Toutes nos boîtes sont super. Il y a deux boîtes qui ressortent un peu du lot en ce moment parce qu'elles sont assez médiatisées, donc on peut peut-être les mettre en avant. Je pense à Space Locker et Clip. Space Locker, ils envoient des plateformes sur des satellites dans l'espace pour diviser par 10 le coût d'envoi d'une expérience dans l'espace. Et ils sont censés partir sur SpaceX d'ici quelques semaines, mois. Et puis on a Clip qui est un algo de recommandation de taille de vêtements pour les marques de mode en ligne et qui aujourd'hui devient plutôt un assistant shopping D'accord. boosté par l'intelligence artificielle pour les marques de mode en ligne, toujours pour l'industrie de la fashion. Et c'est une boîte qui aujourd'hui a en client Lacoste, je ne sais pas si je peux dire d'autres noms, Lacoste, Il en faut 3 pour c'est ça. Place des Tendances, Ouais. Printemps, Citadium. Ok. Et les showrooms privés, la boîte cartonne. On a Paradigme aussi, Paradigme qui est une boîte B2C qui pourra peut-être parler à un peu plus de gens, qui est une marketplace de vêtements de seconde main qui est partenaire de belles marques. Donc en fait, il s'associe aux belles marques pour mettre en place un parcours logistique de seconde main. Et tout ça, voilà, c'est des boîtes où on est fan, on est des grands fans. Mais en réalité, on est fan de toutes les boîtes de notre portefeuille, donc pas de jaloux. Et voilà, Mais pour revenir à Clip, tu vois, ils ont passé une période qui était un peu compliquée. C'est la phase où nous, on rentre, on finance un peu le début, la boîte, la techno devient mature. Et là, ils doivent relever de l'argent parce qu'ils n'ont pas forcément une trésorerie infinie. Et en fait, nous, notre expérience, les levées de fonds prennent beaucoup de temps, même toujours plus de temps que prévu. Et selon nos estimations, ça allait être short. Et en fait, c'était pendant un été, en quelques semaines, ils ont réussi à agréger tout le gratin du retail tu vois, parisien. Et pour le coup, ça a été un énorme coup de booster pour eux parce qu'on ne s'attendait pas à ça. Et donc, ouais, ça c'était une belle victoire. On ne s'attendait pas à ça. Et aujourd'hui, la boîte se porte très bien. Comme disait Nico, ils ont une trentaine de clients, enfin, plein de clients. Enfin bref, très bonne success story pour le moment. Ce qui est très drôle, je pense que tu auras compris, c'est que nous, on vit à la fois les bons moments et les mauvais moments par procuration. Tu vois. Donc on est des entrepreneurs et en plus des entrepreneurs par procuration.
Donc c'est super parce que quand tu as des bonnes nouvelles, tu es hyper excité et quand tu as des mauvaises nouvelles, tu es un peu down. Donc nos journées sont le matin mauvaises nouvelles, l'après-midi bonnes nouvelles ou vice-versa. Et ça vous Ça arrive se un peu de compense. faire, pas psy pour les entrepreneurs, mais qui vous appellent, Ouais. dire ça me fait chier, j'en ai marre, Tout le ça temps. marche plus, ou ça Mmh, prend tout vachement le de temps. rouler, ouais. Tout le temps. C'est aussi ça qui est cool en fait, on apprend d'eux, autant qu'on essaye de leur apporter, mais nous on dit toujours on détient pas la vérité quoi, du tout, on est des entrepreneurs, on a souvent le même âge qu'eux, donc tu vois, notre position est aussi compliquée, mais c'est aussi ça qui rend Campus Fund super et c'est aussi pour ça que les investisseurs, je pense, sont rentrés chez nous, c'est que c'est cohérent quoi, tu vois, on parle le même langage, tu vois, les filles et les gars qu'on finance, ils ont 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ans max. Et donc, quand en fait, tu vas boire une bière avec eux, quoi. Tu vas boire une bière avec eux le soir et ils te parlent de leurs problèmes. Et donc, nous, on écoute, on est là, on essaye d'arranger les choses comme on peut. Et puis ensuite, à notre échelle, on essaye d'aider un maximum. Donc, tu vois, sur les levées de fonds, sur les sujets de BP, business plan, Ouais. d'analyse, ce genre de choses, c'est Romain et moi. Puis sur les sujets un peu plus stratégiques, ça va être nos investisseurs. Et côté investisseur, Mm. c'est quoi, enfin c'est qui plutôt, l'investisseur qui aurait été le plus dur à convaincre et dont vous êtes le plus fier d'avoir réussi à le convaincre? On ne peut pas sortir de Sans nom, je sortir crois, son nom, là-dessus, mais ouais. la situation. Qui a été dur? Ah si, bah si, je pense on peut en parler. Un des cofondateurs de Presse Minister qui est venu au bureau une fois, mais qu'on avait en visio avant et qui était vraiment beaucoup de réserves et qui connaissait très bien l'écosystème. Et donc, tu vois, pour Ouais. le coup, c'est compliqué de lui. Enfin, tu vois, tu peux, comme tu veux, arrondir les angles, il connaît très bien, tu vois. Surtout qu'il avait le même modèle juridique qu'il a fait avec des copains à lui pour financer des boîtes Mhm. et qu'il a vu certaines limites du modèle et qui s'est dit, oula, Mhm. attention, comment vous répondez à ça? Ouais. On n'a jamais eu de questions aussi techniques là-dessus. Donc on s'est dit, c'est mort, on l'a pas, tu vois, machin. Le temps passe, on le relance, pas de réponse et tout. Et un beau jour, il dit, oh les gars, désolé, j'étais sous l'eau, comptez-moi dans l'aventure, machin. Mais entre-temps, on a eu plein de portes. Et je pense qu'aujourd'hui, comment il nous aide, tu vois, il y a une de nos boîtes qui s'appelle Corma, qui est super, qui est un logiciel, un peu le SaaS des SaaS. Mhm. Corma, et tu vois, typiquement, il aide énormément la boîte, et c'est ça que tu vois qui est aujourd'hui important, c'est de savoir qu'il y a des gens comme ça qui sont capables de rentrer chez nous, nous challenger, comprendre notre modèle, aider nos boîtes, et quelqu'un que tu as eu du mal à avoir, tu vois. Et donc voilà, je pense à cet investisseur, mais il y en a pas mal, tu vois. Ça n'a pas de saveur, finalement, si c'est trop facile, c'est pas intéressant, Ouais. quoi. Et c'est quoi qui l'a convaincu, selon vous, avec un peu de recul? Je pense que lui, alors pour le coup, lui, il a deux, tu vois, son persona, il en a deux, je dirais. Le premier, c'est il est dans le give back, donc il est dans la transmission, donc il veut accompagner des entrepreneurs, être au plus près de l'écosystème, prendre le pouls de l'écosystème. Et puis, il a ce côté aussi où lui, il investit beaucoup en perso, donc il est investisseur dans pas mal de startups. Donc on fait sa veille aussi. D'accord. Et la preuve en est, c'est qu'il a investi, je crois, dans une ou deux des sociétés que le Mhm. fonds a financées en co-investissement avec le fonds. Donc, tu vois, il est là pour trouver, nous en fait, on détecte des tendances, on détecte des jeunes qui se lancent et qui montent Ouais. des super boîtes. Et je pense qu'il a identifié que personne ne faisait notre travail, à savoir ça. aller sur les campus. Nicole disait, Mm. on était au Havre hier, à Lyon, etc. Ce qu'on fait d'aller sur les campus, personne ne le fait. Et donc, en fait, on a une espèce de deal flow prioritaire et propriétaire que aucun autre fonds n'a. Et je pense que ça, c'est la valeur qu'il a identifiée aussi. Et du coup, si vous deviez donner un petit conseil aux boîtes qui veulent vous convaincre, qu'est-ce que ce serait? Commercialement, évidemment. Ouais. Nous, ce qu'on applique toujours quand on dit à nos boîtes pour lever de l'argent, c'est tu fais jamais d'inbound. Donc en fait, toi, tu es une entreprise qui veut lever de l'argent auprès de Campus Fund ou auprès de, que sais-je, n'importe quel fonds de la place. Fais en sorte de venir par un intermédiaire de confiance, fais en sorte d'être introduit ou de nous rencontrer, mais fais pas d'inbound, quoi. On ne voit pas un message à froid. Enfin, on ne fait pas d'outbound quand tu te mets à la place dans les chaussures de l'entrepreneur, pardon. Et nous, typiquement, voilà, sur 20 deals, on a investi dans une seule boîte qui a fait de l'inbound. Qu'on avait Et- déjà vu en ouais. plus Et par qu'on ailleurs avait avant. déjà Ouais. vu par ailleurs en plus. Donc tu vois, et aucun fonds ne te dira qu'il fera de l'inbound. Et donc en fait, le conseil, c'est trouve un gars ou une fille dans le réseau de Rome ou dans mon réseau sur LinkedIn, parle aux entrepreneurs de notre portefeuille, demande-leur des conseils sur comment nous approcher, demande une intro par mail. Et en fait, tu viens par un intermédiaire de confiance, tu es débrouillard parce que tu as trouvé le contact d'un de nos copains ou autre.
Et déjà, c'est un bon signal. Et ensuite, mets du rythme. Ouais, mets du Tout le rythme, temps. voilà, mets du rythme, reste Ouais. pro, montre que t'en veux, n'hésite pas, et faites une newsletter investisseur. Je dis aux boîtes qui lèvent des fonds, c'est le truc le plus sexy quand tu es en levée de fonds, c'est de maintenir un peu cette drague. Et Ouais. newsletter investisseur, ça montre que en fait, ton business avance, que tu sais entretenir la relation, que tu es pro. Enfin, c'est, pour nous, quand on le présente, quand on va sur les campus et qu'on dit aux boîtes qu'ils veulent lever des fonds, bah, ça c'est notre bonus, c'est une data room et une newsletter investisseur. Ça, c'est vraiment les trucs qui nous permettent de différencier les très bonnes boîtes des bonnes boîtes. Ok. Et tu vois, dans le rythme, tu as 22 ans, tu montes une boîte. Bon, je vais peut-être me faire tacler sur les réseaux après en disant ça, mais putain, mais réponds le plus rapidement possible, quoi. Tu vois, genre vraiment, ne laisse pas 5 jours en fait. C'est ta boîte, c'est ta vie, c'est ton truc, t'es chevillé au corps. Un gars qui répond une semaine après, mais en vrai, c'est un gros drapeau rouge, quoi. Ça nous fait peur. On dit, attends, mais Ouais. il a fait quoi pendant une semaine, quoi. Tu vois? Donc on n'est pas sur la drague Tinder, fuis-moi, je te suis, Ah non. là faut te suivre quoi. Non, ce que je dis, c'est qu'il faut garder le momentum, tu vois, ce que disait Romain, pardon. Il faut que tu gardes le momentum. Donc ça pourrait s'apparenter à de la drag Tinder, garder le momentum. Mais c'est même Garder toujours à flot. Ouais. Mais par contre, dans les échanges, il ne faut pas répondre à la minute, tu vois, ça n'aurait pas de sens. Il faut répondre de manière, tu vois, peut-être reposée, mais une semaine, c'est trop. Tu vois, et tu réponds le plus rapidement. Si tu mets du rythme, quoi. Tu as 20 ans, c'est ta boîte, c'est toute ta vie. Enfin, en tout cas, tu nous dis que c'est toute ta vie, que tu es hyper motivé. Bon, il faut qu'on le sente aussi. Et le rapport de force est aussi inversé, c'est-à-dire qu'on conseille à l'entrepreneur de prendre des investisseurs qui aussi savent mettre du rythme dans leurs échanges, qui ne te font pas poireauter, enfin, les réciproques. Enfin, à qui tu veux bosser en fait? Tu veux bosser avec la personne qui te laisse en vue et qui répond 2 semaines après en disant désolé, j'étais sous l'eau. Non, enfin, tu veux bosser avec des gens qui t'as forcément, c'est ton taf, tu as forcément 10 minutes pour répondre à un mail. Donc voilà, ça donne, en fait, ça te renvoie l'image d'ordre de priorité dans laquelle tu es chez quelqu'un. Et si c'est une semaine après ou 2, c'est que bah, voilà, ils traitent leurs clients pareil et que ce n'est pas forcément bon signe. Ok. Et bien les gars, merci beaucoup pour toutes ces réponses. J'ai une dernière question avant de vous mettre un petit peu en difficulté. Question que je pose à tous les candidats qu'on fait passer dans le cabinet de recrutement Atmada. Si vous aviez l'opportunité de dîner ou de déjeuner avec une personne célèbre, quelle qu'elle soit, affaires, politique, célébrité, acteur, tout ce que vous voulez, ce serait qui et pour lui demander quoi? Alors, est-ce que tu penses qu'on doit se mettre d'accord ou pas avec Nico sur une Vous pouvez m'en personne? donner une, vous mettre d'accord, c'est up to you. Vas-y, on se met d'accord. Ouais, on se met d'accord. Un entrepreneur, Toi, t'aimes bien les mecs qui envoient des fusées, là, comment il s'appelle déjà? Elon Musk. c'est ça. Ça me ferait bien délirer. Ouais, mais on peut partir sur Elon Musk, je pense qu'on est tous deux des grands fans. Ou un Français. Ou un Français? Un Ouais. Niel classique peut-être. Ouais, Xavier Mais Niel, bon, ouais. c'est un peu. Boring pour des mecs Un qui peu ont lancé un boring. fonds d'investissement. Attends, ouais. Xavier Non, Niel. moi, Xavier si Niel, je peux tonton, l'avoir comme on une heure l'appelle, avec moi, tonton. ça, j'adorerais. Hein. Non, je pense qu'on peut partir sur Niel, honnêtement. Pour le coup, si Ouais. on devait partir sur un international, on pourrait partir sur Musk. Mais en vrai, en France, pour celui qui fait réellement dans l'écosystème et qui est hyper de bons conseils, c'est Niel. Et pour le coup, je pense qu'un dîner avec lui, ton temps, ton temps et son temps, si jamais il nous écoute, serait très Tu rentabilisé. l'emmènes manger où? Bonne question. Je pense qu'il a des restos à Paris. Je pense que je ferais genre de l'emmener dans un resto où il sait pas que je sais que c'est lui le proprio. Et en fait, je lui dis rendez-vous là, tu vois, comme ça, tu vois. Et du coup, tu payes ou il paye? Ah, tu l'invites. Tu l'invites. Et tu lui demandes quoi? Tu l'invites, tu lui fais gagner de l'argent en fait. Tu lui fais gagner de l'argent. Et tu lui commandes quoi? Tu lui fais un menu déguste en 5 temps, tu vois, avec un petit saké au dessert. Et puis voilà. Ah ouais, tu le bourres un peu pour... Non, pas bourré juste pour digérer tranquillement. Mais tu vois, et c'est rare qu'on soit pas d'accord, mais moi, tu vois, j'aurais fait un vieux fast-food, un vieux grec un peu, Ouais. tu vois, dans une salle où il n'y a pas grand monde, où tu peux te mettre à l'aise, étendre les jambes et pas guinder du tout. Ça me semble plus vrai, quoi, tu vois. Je sais pas, je le vois plus comme ça. Mais sinon, viens, on fait ça, on fait les deux, on dit pas qu'on bosse ensemble et comme ça on verra quelle stratégie a marché, Ouais, tu voilà, vois. C'est comme exactement. quand t'as la pêche, tu te dis Ouais, de l'heure et si c'est bon. tu nous écoutes, Mm. à voir si tu vas aller manger au Bristol ou au kebab du coin. Ouais, tu 5 leur balles. réponds en MP. Et moi, il me coûte moins cher, du coup. Merci, tonton. Ok, bah top, merci beaucoup les gars. Merci à toi. Merci, Simon. Et vous n'allez pas partir comme ça. C'est vrai? Non, non, non. Ah, attends, j'ai un. Non, non, non. Pour rappel, pour nos auditeurs, chaque podcast Plus belle la vente, il y a une petite mise en situation. Et donc aujourd'hui, on va vous demander de me vendre un baume à lèvres au cornichon. Bon, il n'y a pas de jugement, les gars, c'est juste pour rigoler en fin de podcast. Et bah, voilà. Ouais, bah, Débrouillez-vous. je pense que Ça tombe bien, je peux commencer. Ouais, ça tombe bien. Allez. On est justement sur une techno qu'on a brevetée avec Romain Ouais. avant-hier, là.
On est passé par un cabinet de propriété intellectuelle pour breveter cette techno-là. Donc, tu pensais pas si bien dire. Ça, c'est notre prof de concept de Labello Cornichon. Et pourquoi, en fait, on a créé ça? On s'est rendu compte qu'il y avait 10 millions de labellos qui étaient créés en France pour hydrater les lèvres. Pour autant, la moitié des clients ne sont pas satisfaits. Or, le cornichon est composé, comme tu le sais, à 70% d'eau et a des propriétés, des énormes vertus pour pouvoir hydrater les lèvres. Donc nous, ce qu'on a pensé, c'était un produit efficace, celui-ci hydratant, pas cher, remboursé par la Sécu. Remboursé par la Sécu. Et en fait, on va arriver à la période des fêtes, et pendant les fêtes, qu'est-ce qu'on aime bien faire à côté des cornichons? Des raclettes. Et donc en fait, tu poses lors de ta raclette ton cornichon à côté, et en fait, crois-moi que t'en ramènes un, le lendemain, tu as toute la table qui commande son cornichon parce qu'en plus, il aura les lèvres très bien hydratées. C'est quelque chose, pour le coup, on est out of stock, hein, désolé, on a vendu les 10 000 premières précommandes. C'est un marché porteur, hein. Il y en a qui ont essayé de le faire, mais pour le coup avec des concombres, parce que on pense que la teneur en eau est si importante que ça. Maintenant, c'est les enzymes spécifiques des cornichons qui font qu'ils arrivent à hydrater les lèvres. Et donc, je pense qu'on part sur 2025 avec 100 000 ventes, et puis 2026, on va aller chercher 1,5 million pour après conquérir le marché. Maintenant, vu que c'est breveté, voilà, je pense qu'on est plutôt bien parti. N'hésitez pas à l'acheter, il y en aura plus pour tout le monde. Cornichon. On met le lien en bas de la vidéo. On vous mettra le lien. Et puis Simon, toi, tu es un entrepreneur, tu as vendu ta boîte. C'est vrai, Donc, tu es un yes man. c'est vrai. Ben voilà, tous les yes man, ils achètent que des produits exotiques. Il faut que tu t'en mettes sur les lèvres. Simon, mets-toi sur les lèvres. Allez, je Voilà. l'achète. Pas vous me l'offrez, mais C'est ça. est-ce que vous avez l'upsell en raclette, Labello raclette? Ah ouais, mais t'as pas dit, mais son tonton en fait a un truc de kit de raclette. Tu sais, ceux qui font fondu et raclette, et donc c'est pour ça après la boucle est bouclée, et puis voilà. Exactement. Bravo. Est-ce que vous investiriez là-dedans? Évidemment. Bah on l'a fait. Hein. Eh bien, génial. Bon, bravo les gars, tu m'as tout sorti, la preuve sociale, le out of stock, les éléments scientifiques. Il Ouais, a fait puis une bravo. masterclass. Achetez. C'est ça. Bon, Merci. les gars, merci beaucoup. Simon, c'était super. merci à toi. Merci Simon. Merci d'être venu. C'était Plus belle la vente. Merci de nous avoir écoutés. On espère que cet épisode vous a plu. On vous donne rendez-vous tous les mardis pour plus d'histoires autour de la vente. N'hésitez pas à vous abonner à notre page.